Chapitre 1 sans père-fille. Warren McGraw avait tué 14 hommes lors de 2 missions sur 3 continents. Mais rien ne l'avait préparé au son de la voix de sa fille à 2h47 du matin. « Papa !» murmura Emma, âgée de 12 ans, d'une voix qui crépitait dans son téléphone comme du verre brisé. Warren se redressa sur sa couchette dans les baraquements de Camp Pendleton, tous ses nerfs en alerte. Il était marine depuis 16 ans, sergent artilleur. Reconnaissance des forces. Le genre d'opérateur qu'on ne met pas sur les affiches de recrutement, le genre qui comprenait que la violence, appliquée correctement, était un langage en soi. Emma, bébé, qu'est-ce qui ne va pas? Silence. Puis une respiration, superficielle et douloureuse. J'ai peur. Warren était déjà en train d'enfiler son pantalon, ses bottes, son colocataire, le caporal Perry Livingston. Moi, McGraw. Warren lui fit signe de se taire. Emma, où es-tu? Es-tu avec ta maman? Oui, mais Julio est là. Il est toujours là maintenant. Sa voix baissa encore. Il me fait peur. Papa, la façon dont il me regarde, les choses qu'il dit quand maman n'est pas là. La mâchoire de Warren se serra. Julio Frederick. Le salaud que son ex-femme Marion avait commencé à fréquenter 8 mois après la finalisation de leur divorce. Warren l'avait rencontré une fois. Cheveux gominés, montre chère, sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le genre d'homme qui mesurait sa valeur en intimidation. Qu'est-ce qu'il dit? Ma chérie, que je suis dans sa maison maintenant? Que je dois apprendre le respect? Que maman l'a choisi lui? Pas toi? Donc je ferais mieux de m'y habituer. La voix d'Emma se brisa. Il m'a poussé hier. Maman n'a pas vu. Il a dit que si je le disais, il s'assurerait que je le regrette. La main de Warren se resserra autour du téléphone jusqu'à ce que le plastique craque. Écoute-moi très attentivement. Verrouille la porte de ta chambre. Ne l'ouvre à personne sauf à ta mère. Je viens te chercher. Tu ne peux pas. L'accord de garde. Au diable l'accord de garde. Mais Emma avait déjà raccroché. Warren resta assis dans l'obscurité, son esprit calculant les angles. Marion avait lutté dur pour la garde principale, utilisant ses déploiements contre lui. Il n'est jamais là. Emma a besoin de stabilité. Le juge avait été d'accord. Warren avait les week-ends alternés et 6 semaines en été. Sa fille vivait à 40 minutes de là, avec une femme qu'il avait autrefois aimée et un homme qu'il avait immédiatement haï. Il avait essayé de parler à Marion de ses préoccupations. Elle avait ri. « Tu es jaloux ?» Warren, Julio n'a été que bon envers Emma. Peut-être que si tu avais été plus présent quand nous étions mariés, tu saurais à quoi ressemble une vraie figure paternelle. C'était il y a 3 mois. Perry se redressa. « Tout va bien ?»« Non. » Warren enfila sa chemise. « Mais ça va aller ?» Le passé de Warren n'était pas compliqué. Né à Bakersfield d'une mère célibataire qui nettoyait des maisons. Il avait rejoint le corps à 18 ans pour échapper à la pauvreté et trouver un but. Il avait trouvé les deux. Les Marines lui avaient donné de la structure, de la fraternité et un talent pour la violence contrôlée qui terrifiait ses ennemis et rassurait ses alliés. Il avait rencontré Marion Vaughn dans un bar à Oceanside il y a 11 ans. Elle était belle, drôle, travaillait comme assistante juridique. Il s'était marié dans l'année. Emma était arrivée 2 ans plus tard. Et pendant un temps, Warren avait pensé avoir trouvé quelque chose qui valait plus la peine d'être protégé que son pays. Mais les déploiements sont durs pour les mariages. Des rotations de 7 mois en Afghanistan, 8 mois en Afrique, à former des forces locales. Marion s'était éloignée, avait commencé à sortir plus souvent. Quand Warren était rentré de son dernier déploiement, elle lui avait tendu des papiers. « Je ne peux plus faire ça. Tu n'es jamais là. J'élève Emma seule de toute façon. » Le divorce avait été amer. Marion avait obtenu la maison à Escondido, la garde principale, et le salaire militaire de Warren avait été saisi pour la pension alimentaire. Il avait emménagé dans les baraquements, s'était jeté dans son travail et vivait pour ses week-ends avec Emma. Sa fille était tout ce qu'il y avait de bon en lui, courageuse, curieuse, gentille. Elle voulait devenir vétérinaire. Elle lisait des romans fantastiques. Elle avait mémorisé toutes les chansons de Taylor Swift. Et maintenant, un salaud l'a blessée dans sa propre maison. Warren n'avait pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, Warren demanda une réunion avec son commandant, le colonel Félix Marshall. Marshall était de la vieille école, de l'époque du Vietnam, avait gravi les échelons depuis le rang d'engagé, respecté par tous les Marines qui servaient sous ses ordres. « McGraw, que puis-je faire pour vous ?» Warren expliqua la situation avec soin, les appels d'Emma, le comportement de Julio, le rejet de ses préoccupations par son ex-femme. Marshall écouta sans interrompre. Son visage buriné, indéchiffrable. « Vous avez des preuves ?»« La parole de ma fille. Pas assez pour les flics.
Pas assez pour les services de protection de l'enfance? Marshall s'adossa. Mais vous n'êtes pas ici pour des conseils, n'est-ce pas? Vous êtes ici pour me dire que vous allez faire quelque chose de stupide? Je suis ici pour demander un congé pour urgence familiale. Marshall l'étudia. Je vous connais depuis 8 ans. McGraw, vous êtes l'un des meilleurs opérateurs que j'ai. Vous êtes aussi une poudrière quand il s'agit de cette petite fille. Ne faites rien qui mettrait fin à votre carrière. Avec tout le respect que je vous dois, mon colonel, ma carrière n'importe pas si ma fille n'est pas en sécurité. Marshall soupira. 48 heures de congé d'urgence. C'est tout ce que je peux vous donner. Utilisez-le à bon escient. Warren se leva. Merci, mon colonel McGraw. La voix de Marshall l'arrêta à la porte. Soyez intelligent. Warren hocha la tête, mais ils savaient tous les deux que intelligent n'était pas la même chose que légal. La ligne rouge franchie, Warren passa sa première journée de congé à observer. Il se gara 3 maisons plus loin de chez Marion à Escondido, une modeste maison de 3 chambres dans un quartier calme. Il observa Julio partir au travail dans une BMW noire. Il observa Emma prendre le bus scolaire, les épaules voûtées. Il observa Marion partir pour son cabinet d'avocat en ville. Il voulait frapper à la porte, attraper Emma et disparaître. Mais Marion appellerait les flics. Il serait arrêté pour enlèvement. Il perdrait Emma pour toujours. Donc il attendit et planifia. Ce soir-là, le téléphone de Warren sonna, numéro inconnu. Est-ce Warren McGraw? Une voix de femme, professionnelle mais tendue d'urgence. Lui-même, ici le centre médical Palomar. Votre fille Emma a été amenée par ambulance il y a 40 minutes. Vous êtes listé comme son père? Le monde de Warren bascula. Que s'est-il passé? Elle a été poignardée plusieurs fois. Monsieur, vous devez venir maintenant. Le trajet prit 23 minutes. Warren ne s'en souvint pas. Il trouva Marion dans la salle d'attente chirurgicale, maquillage coulant, mains tremblantes. Au moment où elle le vit, quelque chose se brisa sur son visage. Warren. Il passa devant elle jusqu'au poste des infirmières. Emma McGraw, où est-elle? En chirurgie. Le médecin vous tiendra au courant quand... Où est-elle? Un médecin émergea, sa tenue éclaboussée de sang. Warren reconnut que c'était celui de sa fille. Monsieur McGraw, je suis le docteur Ross Hudson. Votre fille est stable. Mais il jeta un regard à Marion, puis revint à Warren. Elle a été poignardée 17 fois, ventre, côté, poitrine. Celui qui a fait ça voulait la tuer. La vision de Warren se rétrécit. Bouh! Marion sanglota. C'était un accident. Julio a dit. Julio a fait ça. La voix de Warren devint plate et morte. La voix que son peloton savait signifier que quelqu'un allait mourir. Il a dit qu'Emma était irrespectueuse. Les mots de Marion dégringolèrent. Qu'elle l'avait insulté, dit qu'elle le haïssait. Il voulait juste lui faire peur. Il a dit « Le couteau, c'était de la légitime défense ». Warren se tourna lentement. Il a poignardé ma fille de 12 ans 17 fois en légitime défense. Marion tressaillit. La police lui a déjà parlé. Il coopère. C'était Warren. C'était compliqué. Où est-il? À la maison? Ses avocats lui ont dit de rester disponible pour les interrogatoires. Marion attrapa le bras de Warren. « Ne fais rien de fou. Tu ne feras qu'empirer les choses. » Warren se dégagea et marcha jusqu'à la chambre d'Emma. Elle paraissait si petite dans le lit d'hôpital. Tubes et fils la reliant à des machines qui bipaient régulièrement. Son visage était pâle, yeux fermés, bandages couvrant son torse. Warren s'assit à côté d'elle, prit sa main avec soin. « Hé, ma petite fille, papa est là. » Ses yeux s'ouvrirent en papillotant, se fixèrent sur lui, et Warren vit quelque chose en eux qui glaça son sang. La peur. Pas la peur de son agresseur, la peur que Warren ne la croie pas. « Papa !» Sa voix n'était qu'un murmure. Il l'a fait encore. Warren se pencha plus près. « Encore !» Il m'a blessé avant... M'a poussé dans les escaliers il y a 2 semaines. Il a dit à maman que j'avais trébuché. Des larmes coulèrent de ses yeux. Je t'ai dit que quelque chose n'allait pas. Mais personne n'a écouté. Et aujourd'hui, j'ai dit que je voulais t'appeler. Et il a juste... Elle ne put finir. Warren embrassa son front. « J'écoute maintenant. » Dis-moi tout. À travers les larmes et les médicaments contre la douleur, Emma lui raconta l'abus croissant de Julio sur 6 mois, verbal au début, puis physique, toujours quand Marion ne regardait pas. Aujourd'hui, Emma avait menacé de l'enregistrer sur son téléphone. Julio avait attrapé un couteau dans la cuisine. Il a dit « Tu es la gamine d'un marine. Une chose inutile que personne ne veut. Ton père ne se bat même pas pour toi. » La prise d'Emma se resserra sur la main de Warren. J'ai cru que j'allais mourir. Papa, tu ne vas pas mourir. La voix de Warren était ferme,
Mais quelque chose de fondamental s'était brisé en lui, et il va payer. Une infirmière entra pour vérifier les signes vitaux. Warren sortit dans le couloir, sortit son téléphone. Il avait besoin de réfléchir, de planifier, puis il l'entendit, une voix, arrogante et riante, résonnant depuis la cage d'escalier. Warren se déplaça silencieusement, de vieilles habitudes revenant. Julio Frédéric se tenait près des escaliers, téléphone à l'oreille. Costume cher impeccable. Je te dis, Miguel, c'est réglé. Les flics ont gobé ça. La gamine a un historique de problèmes émotionnels. D'après la mère, il rit, une gosse de militaire qui ne supporte pas que papa soit parti. Vente faciles. Les mains de Warren se serrèrent en poing, et si le père cause des problèmes? Julio écouta. Ouais, eh bien, dis à oncle Pablo et oncle Rolando que si un marine veut jouer au héros, on le gérera comme on gère quiconque qui fout en l'air la famille. Un autre rire. Affaire de cartel. Miguel, les flics ne peuvent pas nous toucher. La loi ne peut pas nous toucher. Nous sommes intouchables. Julio se tourna et trouva Warren debout à 2 mètres de là. Pendant un moment, le masque de Julio glissa. Warren vit le calcul dans ses yeux, le prédateur reconnaissant un autre prédateur. Puis Julio sourit. Faut que j'y aille. Miguel. Il rangea son téléphone. McGraw. C'est ça? Écoute, ce qui s'est passé aujourd'hui était malheureux. Malheureux. La voix de Warren aurait pu geler l'azote. Emma est perturbée. Le thérapeute le confirmera. Les filles de son âge, elles inventent des histoires. Tu as poignardé ma fille 17 fois. Le sourire de Julio ne vacilla pas. Ce n'est pas ce que dira le rapport. Et entre toi et moi, il se pencha. Tu ne peux rien y faire? Mes oncles Pablo Canon et Rolando Arden. Ils dirigent les choses de San Diego à Tijuana. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que je pourrais avoir ta gamine au milieu de la rue. Et au moment où les avocats, les flics et les juges finissent de danser, je sortirai libre. Il ajusta sa cravate. Donc voici mon conseil, reste en dehors de ça. Tu as perdu la garde pour une raison, tu as perdu ta femme pour une raison, tu es un tueur pour le gouvernement, McGraw, mais tu n'es encore qu'un bidasse qui suit les ordres. Moi, je donne les ordres. Warren resta parfaitement immobile. Tu as raison sur une chose? Ouais. Laquelle? Je suis un tueur. Le sourire de Julio faiblit. Tu me menaces? Parce que c'est vraiment stupide. Pas une menace, une promesse. Warren s'approcha. Tu as blessé ma fille. Tu as ri de ça? Tu penses que tes oncles du cartel te rendent intouchable? Il sourit, et c'était le sourire d'un homme qui avait traîné des corps à travers les montagnes afghanes. J'ai passé 16 ans à apprendre comment faire disparaître les gens, comment briser des choses qui ne peuvent pas être réparées, comment infliger de la douleur de façon qui font supplier les hommes pour la mort. Il se pencha jusqu'à ce qu'il soit à quelques centimètres. Tu viens de déclarer la guerre à un marine des États-Unis. Et contrairement à toi, je ne me cache pas derrière la famille, j'amène la famille avec moi. La confiance de Julio se fissura. Tu bluffes? Tu vas le découvrir. Warren s'éloigna, laissant Julio dans la cage d'escalier. Il avait des appels à passer. Chapitre 3. Aller en guerre. Warren conduisit directement vers Camp Pendleton. Au moment où il atteignit la base, il avait passé 6 appels téléphoniques. Le 7e fut pour le colonel Marshall. « Mon colonel, j'ai besoin de vous parler. Maintenant ?» Marshall le rencontra dans son bureau à 22h. Warren exposa tout, les abus, le poignardage, l'appel téléphonique de Julio, les connexions au cartel. Pablo Canon et Rolando Arden. L'expression de Marshall s'assombrit. « Je connais ces noms. Ils sont sur les listes de surveillance de la DEA. Ils ont fait passer de la drogue et des armes à travers le territoire de Camp Pendleton il y a 3 ans, jusqu'à ce que nous aidions les fédéraux à les repousser vers le sud. » Il regarda Warren. « Ce Julio est vraiment leur neveu? C'est ce qu'il prétend. » Marshall se leva, marcha jusqu'à sa fenêtre, surplombant la base. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis, « Vous allez faire quelque chose? N'est-ce pas? Peu importe ce que je dis. Ma fille a failli mourir. Mon colonel, la loi ne le touchera pas. Quelqu'un doit le faire. Et si vous vous faites prendre, cour martiale. Décharge déshonorante. Prison, ça en vaut la peine. » Marshall se tourna. « Et si je vous disais que je pourrais vous donner des ressources ?» Warren cligna des yeux. « Mon colonel, j'ai une fille moi aussi, McGraw, et j'ai déjà eu affaire au cartel Canon Arden auparavant. Ce sont des animaux, ils trafiquent des enfants, font passer de la drogue par les écoles et se cachent derrière des avocats chers et des flics corrompus. » La mâchoire de Marshall se serra. Les supérieurs cherchent une excuse pour les frapper fort. Mais nous avons besoin de renseignements actionnables, quelque chose de concret. Warren vit où cela menait.
Vous voulez que j'obtienne ces renseignements? Je veux que vous preniez un congé d'urgence. 2 semaines. Autorisation complète. Les yeux de Marshall se verrouillèrent sur ceux de Warren. Ce que vous faites pendant ce congé est votre affaire. Mais si vous arrivez à recueillir des informations sur un cartel dangereux opérant sur le territoire américain, des informations menant à des arrestations fédérales, eh bien, ce serait louable. C'était une dénégation plausible enveloppée dans le protocole militaire. Warren comprit parfaitement. Et si j'ai besoin de soutien? Mon colonel, Marshall sourit sombrement. Vos pelotons font des exercices d'entraînement dans le désert. Vraiment dommage s'ils se perdaient quelque part près de la frontière. Vraiment dommage s'ils devaient bien s'engager dans des scénarios de légitime défense. Warren sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Permission de parler librement. Accordé. Vous me donnez la permission de commencer une guerre. Je vous donne la permission de prendre un congé d'urgence. Sergent artilleur. La voix de Marshall durcit. Le reste est sur vous. Mais entre vous et moi, cette petite fille mérite justice. Et si la loi ne la lui donne pas? Il tendit à Warren un dossier. Voici tout ce que nous avons sur l'organisation Canon Ardin, maison sécurisée, associé connu, modèle d'opération. C'est d'un vieux dossier de la DEA avec lequel nous avons aidé. Warren prit le dossier, sentant son poids, une chose de plus. Marshall dit, si vous emmenez quelqu'un avec vous, assurez-vous qu'il se porte volontaire, assurez-vous qu'il connaisse les risques. Je peux vous protéger de beaucoup de choses. McGraw. Mais pas de la stupidité. Oui, mon colonel. Et McGraw, la voix de Marshall s'adoucit. Faites-le souffrir. Warren rassembla son équipe dans ses baraquements à 6h00 le lendemain matin. Perry Livingston, Gary Soto, Ross Hudson et Mel Black. 4 opérateurs avec qui il avait servi pendant des années, des hommes qui avaient porté des blessés à travers des territoires hostiles, des hommes qui comprenaient que certaines batailles n'étaient pas sur un roster officiel. Il leur raconta tout. Quand il eut fini, « Perry parle à les premières, c'est foutu. Matty, de quoi as-tu besoin? Ça va être illégal? Dangereux. Si on se fait prendre, est-ce que ce salaud a poignardé une fille de 12 ans 17 fois ?» La voix de Gary Soto était glaciale. « Oui? Alors, on est partant ?» Ross Hudson fit craquer ses jointures. « Quand est-ce qu'on bouge ?» Warren sentit la gratitude l'envahir. « 72 heures. J'ai besoin de faire de la reconnaissance d'abord. Découvrir où Julio et ses oncles opèrent. Qui est dans leur organisation? Quel levier avons-nous? » Mel Black, le spécialiste en communication de l'équipe, sortit un ordinateur portable. « Donne-moi 24 heures. Je peux pirater leur téléphone? Emails? Tout. » Ces types du cartel se croient intelligents. Mais ils sont négligents avec la technologie. « Fais-le !» Warren ouvrit le dossier que Marshall lui avait donné. D'après ça, Pablo Canon dirige les opérations depuis un complexe à Jamul. Rolando Ardin gère l'exécution depuis un entrepôt à Otay Mesa. Julio vit avec mon ex-femme à Escondido, mais fait des ramassages dans un bar à National City. Perry étudia les informations. « Comment veux-tu jouer ça? Silencieusement ou bruyamment ?» Warren pensa à Emma dans ce lit d'hôpital. Au rire de Julio. « Homo, tu es la gamine d'un marine. Une chose inutile que personne ne veut. » Bruyamment, dit-il. « Je veux qu'ils sachent exactement qui vient pour eux. Je veux qu'ils ressentent ce qu'Emma a ressenti, impuissant, terrifié et abandonné par tous ceux qui sont censés les protéger. » Gary sourit. Ce n'était pas une expression agréable. « Maintenant tu parles ?» Au cours des 48 heures suivantes, Warren devint quelqu'un qu'il pensait avoir laissé derrière lui dans les zones de guerre, froid, calculateur, létal. Mel pirata le téléphone de Julio et trouva une mine d'or, des messages textes discutant d'expéditions de drogue, des photos d'argent et d'armes, des conversations avec ses oncles sur la résolution de problèmes. Ce qui signifiait exécution. Julio avait personnellement tué 3 personnes au cours des 2 dernières années. Le cartel le protégeait parce qu'il était de la famille et parce qu'il était vicieux. Warren trouva aussi des vidéos sur le téléphone de Julio. Emma n'était pas sa première victime. Il y avait des enregistrements de Julio frappant d'autres femmes, les menaçant. Appréciant leur peur, Perry regarda par-dessus l'épaule de Warren pendant qu'ils examinaient les fichiers. « Ce type est un monstre ?» « Ouais. » La voix de Warren était vide. « Et les monstres doivent être abattus. » Ils cartographièrent toute l'opération du cartel. Pablo Canon gérait 12 emplacements à travers le comté de San Diego. Rolando Ardin commandait une petite armée de 30 exécuteurs. Ensemble, ils déplaçaient 3 millions d'euros en drogue et armes par mois. Mais ils avaient des faiblesses. Pablo était diabétique, avait besoin de médicaments réguliers. Rolando avait une maîtresse qu'il visitait tous les mardis. Julio était arrogant et s'isolait de muscles sérieux, se reposant uniquement sur le nom de famille.
Warren construisit un plan, pas juste pour les blessés, pour les détruire. Le 3e jour, Warren rendit visite à Emma à l'hôpital. Elle était éveillée, la couleur revenant à son visage. « Et papa ?»« Et ma chérie ?» Il embrassa son front. « Comment te sens-tu ? Mieux ? Les médecins disent que je peux rentrer à la maison bientôt. » Son visage s'assombrit. « Mais je ne veux pas rentrer à la maison. » « Pas s'il est là. Il ne sera pas là. La police a dit qu'il n'y a pas assez de preuves. C'est ma parole contre la sienne. Maman le croit. Papa, elle pense que j'invente parce que tu me manques d'aide. » Warren prit sa main. « Me fais-tu confiance ? » « Oui. Alors, j'ai besoin que tu sois courageuse un peu plus longtemps. Peux-tu faire ça ?» Emma hocha la tête, les yeux écarquillés. « Dans quelques jours, ce sera fini. Julio ne te fera plus jamais de mal. Ta maman sera en sécurité et tu viendras vivre avec moi. Je le promets. Tu ne peux pas promettre ça ? La garde. Je peux le promettre. » Le sourire de Warren était sombre, parce que certaines promesses sont tenues avec du sang. Emma scruta son visage. « Tu vas faire quelque chose de mal ? N'est-ce pas ? Je vais faire quelque chose de nécessaire. Sois prudent. Papa. Toujours. Ma petite fille. » Il quitta l'hôpital et passa un dernier appel. Le colonel Marshall répondit à la première sonnerie. « Statut. Nous allons à la chasse. Mon colonel. Règle d'engagement. » Warren pensa à la peur de sa fille, au rire de Julio, aux mots, chose inutile que personne ne veut. « Pas de pitié, dit-il. Que Dieu vous garde. » Marine, chapitre 4, reconnaissance et révélation. Warren et son équipe passèrent les 72 heures suivantes à se transformer de marines sans nombre. Ils utilisèrent des véhicules personnels, des vêtements civils et de vieilles habitudes apprises dans des collines étrangères où une erreur signifiait la mort. Leur première cible était l'information. Mel Black avait extrait des relevés financiers montrant que Julio faisait des collectes hebdomadaires dans un bar à National City appelé El Toro Rojo, le taureau rouge. Le bar appartenait à Rolando Hardin, servait de façade pour le blanchiment d'argent tous les vendredis à 21h00. Julio rencontrait des dealers de rue, collectait de l'argent et livrait le produit. Warren s'assit dans un dîner de l'autre côté de la rue, observant à travers des jumelles. Perry était sur le toit d'un bâtiment adjacent avec une caméra. Ross et Gary faisaient le tour du bloc dans un pick-up. Je l'ai. La voix de Perry crépita dans l'oreillette de Warren. BMW noir vient d'arriver. Cibles entrant dans le bar. Warren observa Julio franchir la porte avec arrogance, comme s'il possédait le monde. Il se sentait probablement comme ça. « Combien à l'intérieur ?» demanda Warren. Imagerie thermique montre 12 corps. 4 au bar, 6 dans les pièces du fond, 2 à l'entrée, armés. Je ne peux pas confirmer, mais probablement, Warren n'avait pas l'intention d'attaquer ce soir. C'était de la reconnaissance, apprendre les schémas, comprendre l'ennemi. 1 heure plus tard, Julio émergea avec un sac de sport noir. Il le jeta dans son coffre, alluma une cigarette et passa un appel téléphonique. Warren ne pouvait pas entendre la conversation, mais le langage corporel de Julio était détendu. Confiant, ça allait changer. Le lendemain, Warren suivit une piste différente. Le complexe de Pablo Canon à Jamul. D'après les dossiers de la DEA, Pablo vivait dans une maison de ranch fortifiée sur 8 hectares, house mur, caméra de sécurité, garde avec armes automatiques. Warren emprunta un gilet de géomètre et un casque de chantier des fournitures de la base, conduisit un camion loué jusqu'à la limite de la propriété et passa 3 heures à prétendre vérifier les bornes frontières tout en mémorisant chaque détail. Le complexe avait 6 bâtiments. Maison principale, garage, caserne pour garde, bâtiment de stockage et 2 structures que Warren ne pouvait pas identifier. Il compta 9 véhicules, 8 gardes visibles et 3 chiens d'attaque. Entrer serait un cauchemar. Sortir serait pire. Mais Warren n'avait pas survécu à 2 missions en choisissant des chemins faciles. Ce soir-là, il rencontra son équipe dans une unité de stockage qu'ils avaient louée à El Cajon. À l'intérieur, ils avaient assemblé tout ce qu'ils ne pouvaient pas obtenir de la base. Téléphone jetable, armes non militaires achetées à une foire aux armes, équipement tactique sans insigne. « Nous sommes en infériorité numérique », dit Gary, étudiant les photos de reconnaissance de Warren. « Canon a une petite armée ? Nous n'avons pas besoin d'égaler leur nombre, » répondit Warren. « Nous devons être plus intelligents. »« Comment ?» demanda Ross. Warren sortit une carte, marqua 3 emplacements. « Nous ne les frappons pas où ils sont forts. Nous les frappons où ils sont faibles. Couper leurs lignes d'approvisionnement, tourner leurs propres gens contre eux, les rendre paranoïaques et isolés. » Il tapa sur la carte, « Puis nous les frappons quand ils sont vulnérables. » Perry étudia le plan. «
Ça va prendre du temps. Et ta fille est en sécurité à l'hôpital pour l'instant? Les médecins la gardent en observation. La mâchoire de Warren se serra, et chaque jour que nous passons à démanteler ce cartel est un jour où Giulio passe à regarder par-dessus son épaule. Mel prit la parole depuis son ordinateur portable. « Les gars, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Le fils de Pablo Cannon, Willard Cannon, vient d'être arrêté en Arizona, trafic de drogue. Il risque 20 ans en fédéral. » Warren se pencha. « Est-ce qu'il parle ?»« Pas encore, mais d'après les appels de prison que je surveille, Pablo est désespéré de lui obtenir un accord. Il contacte des avocats, appelle des faveurs. Mel sourit. Et si on empirait la situation de Pablo? Comment? Planter des preuves que Willard coopère avec les fédéraux. Faux rapports de police. Documents fuités. Rumeurs. Faire penser à Pablo que son fils se retourne en témoin. Les cartels ont une règle. Les balances meurent, même si c'est de la famille. Warren vit le génie de ça. Pablo ne tuerait pas son propre fils. Non, mais il mobiliserait des ressources pour gérer la menace. Peut-être même s'exposerait-il. Les doigts de Mel volèrent sur le clavier. « Je peux avoir les faux documents prêts en 6 heures ?»« Fais-le » ordonna Warren. « Quoi d'autre ?» Ross prit la parole. « J'ai fait des recherches sur Rolando Hardin. Le type est brutal, mais il a une faiblesse. Sa maîtresse, Alice Villanueva. Il est obsédé par elle, l'emmène dans des restaurants chers, lui achète des cadeaux. Si quelque chose lui arrivait, nous ne blessons pas les civils, dit Warren sèchement. Je sais, mais et si on faisait croire à Rolando qu'un de ses rivaux s'en était pris à elle, il partirait en guerre, laissant son opération exposée. Warren y réfléchit. Manipulation au lieu de violence. Qui sont ses rivaux? D'après les dossiers de la DEA, la famille Ochoa de Chula Vista, ils essaient de s'installer sur le territoire Cannon Hardin depuis des années. Warren hocha lentement la tête, mettre en scène une tentative d'enlèvement. Faire en sorte que ça ressemble aux Ochoa. Rolando s'en prend à eux. Nous le frappons pendant qu'il est distrait. Sans pitié, murmura Gary. Tout ça est sans pitié, dit Warren. Mais ce ne sont pas nous qui avons commencé. Nous finissons juste. Cette nuit-là, Warren prit une décision qui l'aurait horrifié un mois plus tôt. Il s'introduisit dans la maison de Giulio. Marion était en voyage d'affaires. Warren avait vérifié. Giulio était à El Toro Rojo en train de faire des collectes. La maison était vide. Warren se déplaça à travers les pièces comme de la fumée. Cherchant du levier, il trouva le bureau de Giulio à la maison, força le coffre-fort en utilisant des techniques apprises de raiders marines qui avaient attaqué des complexes terroristes. À l'intérieur, de l'argent, des passeports et un registre détaillant les transactions du cartel remontant à 3 ans. Warren photographia tout, mais ce qui attira son attention fut un petit carnet écrit à la main de l'écriture de Giulio. Warren l'ouvrit et sentit son sang se glacer. C'était un journal, des entrées détaillant la violence de Giulio, nombre de personnes qu'il avait blessées, dates, méthodes et des photographies, femmes battues, hommes torturés. Preuve de meurtre. Une entrée se distinguait. 15 juin, la morveuse Magro devient courageuse. Marion est trop douce. La gamine a besoin d'apprendre le respect, peut-être une leçon qu'elle n'oubliera pas. Oncle Pablo dit que la famille passe en premier, mais parfois il faut discipliner les étrangers. Eh bien, à ma façon, cette entrée datait de 2 semaines avant le poignardage d'Emma. La main de Warren trembla tandis qu'il photographiait chaque page. Ce n'était pas juste une preuve d'agression, c'était de la préméditation. Intention. Assez pour mettre Giulio à l'ombre pour la vie. Mais Warren ne voulait pas Giulio en prison. Il voulait Giulio parti. Warren revint à l'unité de stockage à 2h00. Son équipe l'attendait. « J'ai ce qu'il nous faut », dit-il. Téléchargeant les photos, Giulio documente ses crimes comme une collection de trophées, assez ici pour le détruire légalement. Alors pourquoi ne pas juste le donner aux flics? Demanda Perry. Parce que les flics peuvent être achetés, les avocats de Giulio peuvent créer le doute, et Emma devrait témoigner, revivre tout. La voix de Warren était plate. Non, nous finissons ça à notre façon. Gary s'adossa. Quel est le plan? Warren étala à nouveau la carte. Opération en 3 phases. Phase 1, guerre psychologique. Les rendre paranoïaques, effrayés, isolés. Phase 2, nous frappons leur infrastructure, coupons les lignes d'approvisionnement, gelons les comptes, détruisons le produit. Phase 3, il regarda chaque homme. Nous les faisons payer personnellement. C'est vague, dit Ross. Ça doit l'être. Parce que quand nous entrons en phase 3, il n'y a pas de retour en arrière. Tout le monde comprend. Ils hochèrent la tête. Mel, combien de temps pour faire fuiter ces faux documents sur Willard Cannon coopérant? 12 heures. Fais-le
Assure-toi qu'ils atterrissent directement chez Pablo. Ross. Gary, j'ai besoin que vous mettiez en scène la tentative d'enlèvement d'Alice Villanueva. Rendez ça convaincant, mais ne la blessez pas, juste l'effrayez assez pour que Rolando devienne nucléaire. Quand ? Demanda Ross. Demain soir, je veux que Cannon et Harding soient tous les deux distraits d'ici le week-end. Warren se tourna vers Perry. Toi et moi allons rendre visite à Julio, pas pour le blesser, juste pour lui faire savoir que nous arrivons. Perry sourit. Guerre psychologique. Exactement. Warren vérifia sa montre. Nous bougeons dans 18 heures. Reposez-vous un peu. Ça va être une longue semaine. Chapitre 5. Le piège des titans. Vendredi soir. Desidertridia. Ross Hudson et Gary Soto étaient assis dans une berline de location devant le restaurant Bella Vista à La Jolla, observant Alice Villanueva à travers la fenêtre. Elle était belle, début de la trentaine, robe des designers. Riant à quelque chose sur son téléphone, « Je me sens mal de faire ça », murmura Gary. « Elle sort avec un exécuteur de cartel. » Ross répondit, « Elle sait ce qu'il est, peut-être, ou peut-être qu'elle est trop impliquée pour partir. » À 21h15, Alice sortit du restaurant seule. Rolando n'était pas avec elle ce soir. D'après la surveillance de Mel, il gérait des affaires à l'entrepôt. Ross et Gary la suivirent jusqu'au parking, portant des masques de ski et portant de fausses armes. Quand Alice atteignit sa voiture, Gary l'attrapa par derrière, main sur la bouche. « Ne crie pas », dit-il, en rendant sa voix plus grave. « Ton petit ami doit de l'argent. Dis-lui que les Ochoa envoient leurs salutations. » Ils la tinrent 30 secondes, assez longtemps pour terrifier, assez court pour sembler interrompu. Puis Ross tira une cartouche à blanc en l'air et ils coururent, disparaissant dans les escaliers et se séparant. Alice s'effondra contre sa voiture, hurlant à l'aide. Au moment où la sécurité arriva, Ross et Gary étaient à 6 pâtés de maison, enlevant leurs masques. « Combien de temps avant que Rolando la prenne ?» demanda Gary. Ross vérifia son téléphone. Mel surveillait les scanners de police. « C'est déjà en train d'arriver. Alice l'a appelé. Il perd la tête. » Bien, Pablo Cannon était dans son bureau du complexe quand les documents arrivèrent. Email crypté, anonymisé, mais paraissant venir de l'intérieur de la prison fédérale où son fils était détenu. Mel avait fait un excellent travail. Les faux rapports montraient que Willard avait rencontré des agents de la DEA 3 fois. Des transcriptions complètement fabriquées détaillaient Willard discutant des opérations du cartel, nommant des noms, offrant un témoignage. Pablo les lut 2 fois, son visage grisaillant, puis il passa un appel téléphonique. « Rolando, nous avons un problème. À propos de mes propres problèmes. » La voix de Rolando était frénétique. Un pendejo d'Ochoa a essayé d'enlever Alice. Ils font un mouvement. « Pablo, nous devons les frapper maintenant. Oublie les Ochoa. Willard parle aux fédéraux. Silence. C'est impossible. » Dit enfin Rolando. « C'est ton fils. Je sais ce qu'il est. Et je sais ce que disent ces documents. » La voix de Pablo devint froide. « Quelqu'un m'a fuité ça ? Quelqu'un qui veut que je sache ? Ce qui signifie soit que mon fils nous trahit, soit que quelqu'un veut que nous le pensions. Que faisons-nous ? Mais tout le monde en alerte, double la sécurité et découvre qui a envoyé ces documents. » Pablo hésita. « Et Rolando ? Si Willard coopère vraiment, la famille ne protège pas les traîtres. » La ligne se coupa. Pendant ce temps, Warren Perry se tenait dehors du bar préféré de Julio à 22h00. Ils l'observèrent à travers la fenêtre, ivre, riant avec 2 femmes, arrogant comme toujours. Quand Julio trébucha dehors pour une cigarette, Warren sortit des ombres. « Te souviens-tu de moi ?» Julio pivota, tendant la main vers quelque chose dans sa veste. Perry se matérialisa derrière lui, plus rapide que la pensée, et pressa un couteau contre sa colonne vertébrale. « Mains où on peut les voir », dit Perry calmement. Julio s'effigia. « Tu es mort ?»« Mec, mes oncles sont occupés à gérer d'autres problèmes, » interrompit Warren. « Des problèmes que nous avons créés. Vois-tu, Julio, tu as fait une erreur. Tu pensais que être connecté te rendait intouchable. Mais les connexions n'importe que si tes gens peuvent te protéger. Et en ce moment, ton organisation implose. » Les yeux de Julio dardaient autour, cherchant de l'aide. « Personne ne vient, » continua Warren. « Et voici ce qui va se passer. Tu vas avouer ce que tu as fait à Emma. Tu vas te rendre. Et tu vas plaider coupable. Va te faire foutre. » Warren sourit. « C'est ce que je pensais que tu dirais. Donc voici l'alternative. » Il sortit son téléphone, montra à Julio des photos du journal. « Nous avons des preuves de 17 meurtres que tu as commis ou auxquels tu as participé. Nous avons des relevés financiers. Nous avons tout. Rends-toi et peut-être que tu prends 20 ans. Force-nous à faire ça à la dure. » Warren sourit.
disparu. Et tu ne te rends pas du tout? Tu bluffes? Est-ce que je bluffe? Warren s'approcha. Je suis un marine. Julio, j'ai tué de meilleurs hommes que toi pour moins. La seule raison pour laquelle tu respires encore est que je veux qu'Emma sache que la justice existe. Mais si tu me forces à choisir entre la justice légale et le genre permanent, il laissa la menace planer. Julio essaya de rire, mais sa sortit tremblant. Tu ne feras rien? Tu as trop à perdre? J'ai déjà perdu l'innocence de ma fille. J'ai déjà perdu 2 ans de sa vie à cause de tes abus. La voix de Warren descendit à un murmure. Je n'ai plus rien à perdre. Et toi? Le couteau de Perry pressa plus fort. L'horloge tourne. Pendejo. 72 heures, dit Warren. Rends-toi ou nous venons pour toi. Ton choix. Ils relâchèrent Julio et disparurent dans la nuit, le laissant haletant dans la ruelle. Samedi matin, le cartel se fracturait. Rolando avait envoyé 10 hommes chasser des membres de la famille Ochoa. Pablo s'était isolé dans son complexe, ne faisant confiance à personne. Et Julio avait commencé à boire beaucoup. Paranoïaque et terrifié, Warren observa tout depuis l'unité de stockage, l'ordinateur portable de Mel affichant des flux de surveillance. « Ça marche ?» dit Mel. Ils se retournent, les uns contre les autres. « Pas assez », répondit Warren. « Pablo est intelligent. Il va comprendre que quelque chose cloche. Nous devons bouger plus vite. » « Combien plus vite ?» Warren vérifia sa montre. « Ce soir, nous frappons l'entrepôt de Rolando. Détruisons son produit. Ses armes, son levier. Le faisons sortir de sa cachette. » Perry leva les yeux de son fusil qu'il nettoyait. « Ça va être un combat. »« Ouais » acquiesça Warren. « Ça laisse ?» Gary fit craquer ses jointures. Il était temps. Ce soir-là, Warren rendit à nouveau visite à Emma. Elle paraissait plus forte, assise, lisant un de ses romans fantastiques. « Hé, papa, ma chérie !» Il s'assit à côté de son lit. « Comment te sens-tu ? Mieux ? Les infirmières disent que je peux rentrer à la maison lundi. » Son visage s'assombrit. « Mais je ne veux toujours pas aller chez maman. Pas si tu ne rentres pas là-bas. Jamais. » Warren prit sa main. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. C'est presque fini. Que fais-tu ? Quelque chose que j'aurais dû faire au moment où tu m'as appelé effrayé pour la première fois. » Emma étudia son visage. « Vas-tu le tuer ?» La question plana dans l'air. Warren pouvait mentir, devrait mentir, mais Emma méritait l'honnêteté. « Si je dois le faire, » dit-il calmement. « Mais j'espère qu'il fera un choix qui signifie que je n'ai pas à le faire. »« Bien ?» Warren cligna des yeux. « Bien ? Il m'a blessé. »« Papa ?» Il a ri de ça. Il a dit que tu ne ferais rien parce que tu es faible. » Les yeux d'Emma, si jeune mais vieilli par le traumatisme, verrouillés sur les siens. « Montre-lui qu'il avait tort. » Warren sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. Sa fille, 12 ans, lui demandant d'être le monstre dont le monde avait parfois besoin. « Je le ferai. Ma petite fille, je le promets. » Cette nuit-là, Warren et son équipe s'équipèrent pour la guerre. Chapitre 6, Tonnerre dans l'obscurité. L'entrepôt de Rolando Hardin à Otay Mesa était une forteresse. Murs de 9 mètres de haut. Fils barbelés, gardes armés tous les 15 mètres. À l'intérieur, d'après les renseignements de la DEA, Ouaga, 72 millions d'euros en cocaïne et héroïne, assez d'armes pour équiper une petite armée. Et Rolando lui-même, paranoïaque et dangereux, Warren et son équipe approchèrent à 2h00, vêtus de noir, visage peint, armes prêtes. Ils avaient apporté des chalumeaux, du C4 volé des entraînements de démolition de la base, et assez de puissance de feu pour raser le bâtiment. « Dernière chance de partir ?» dit Warren sur les coms. « C'est passé le point de non-retour. »« Merde à ça !» répondit Gary. « Allumons ces salauds. » Ils se déplacèrent avec une précision à 4 hommes, Perry et Warren de l'Est, Gary et Ross de l'Ouest. Mel resta mobile dans un van, surveillant les fréquences de police et les flux de sécurité qu'il avait piratés. Le premier garde ne sut jamais ce qui le frappa. Le fusil supprimé de Perry toussa 2 fois, et l'homme tomba. Warren attrapa le corps, le traîna dans les ombres, 2 à terre du côté ouest. La voix de Gary crépita. On se déplace vers le point d'entrée. Warren et Perry atteignirent le quai de chargement. À travers la fenêtre, ils virent 8 hommes à l'intérieur, 4 comptant de l'argent, 3 chargeant des véhicules, un fumant et regardant la TV. Warren appuya sur son micro, fumé dans 30 secondes. Ils lancèrent des grenades assourdissantes à travers les fenêtres simultanément. L'entrepôt explosa en tonnerre et lumière. Warren et Perry franchirent la porte pendant que la confusion régnait, leur entraînement prenant le dessus. Le premier homme leva une arme, le fusil de Warren parla une fois, et l'homme tomba. Perry en prit 2 autres en succession rapide. Gary et Ross arrivèrent par l'entrée opposée.
Prenant les gardes restants en feu croisé, c'était fini en 20 secondes. « Claire !» cria Ross. Warren inspecta l'entrepôt, palette de drogue, caisse d'armes, argent empilé dans les coins, des années de travail de cartel, consolidé en un seul endroit. « Placez les charges !» ordonna-t-il. Ils travaillèrent rapidement, plaçant du C4 aux points structuraux. Pendant qu'ils le faisaient, Warren entendit un son, gémissement depuis le bureau du fond. Il enfonça la porte et trouva Rolando Hardin derrière un bureau, arme à la main. Tremblant, « Ne bouge pas !» dit Warren, fusil pointé. Les yeux de Rolando s'écarquillèrent. « Tu es ce marine ? Celui que Julio a mentionné. » « Ouais ?» Warren s'approcha. « Où est-il ? » « Je ne sais pas. Nous ne l'avons pas vu depuis hier. » Pablo est terré à Jamoul. Tout part en vrille. La voix de Rolando se brisa. « Qu'avez-vous fait ? Les documents ? L'attaque sur Alice. Mes hommes disent qu'ils ne peuvent pas se faire confiance. »« Qu'avez-vous fait ? Bordel. Vous faire sentir impuissant ? » dit Warren. « Comme vous avez fait sentir ma fille. Je n'ai pas touché ta gamine. C'était tout, Julio. Mais tu l'as protégée ? Tu lui as donné du pouvoir ? Tu lui as appris que la violence sans conséquence est acceptable. » Le fusil de Warren ne vacilla pas. « Tu veux survivre ce soir ?» Rolando hocha frénétiquement la tête. « Alors, tu vas appeler chaque flic, chaque fédéral, chaque agence dont tu as peur, et tu vas avouer tout. La drogue, les meurtres, l'argent. Tu vas brûler ton organisation de l'intérieur. Ils me tueront en prison. Probablement. Mais au moins, tu auras un procès. Plus de pitié que tu n'en as jamais montré à quiconque. » Warren sortit des liens en plastique. « Ton choix, avoue, ou je te laisse ici quand cet endroit explose. » Rolando regarda le C4, les yeux de Warren, et réalisa qu'il était sérieux. « J'avouerai, Jésus-Christ, j'avouerai. » Warren l'attacha, le traîna dehors, et le laissa près de la clôture avec un téléphone. « Appelle le 911. Dis-leur où tu es. Tu as 5 minutes avant que cet endroit explose. » Ils étaient à 3 pâtés de maison quand l'entrepôt explosa. Le feu fleurit orange et rouge contre le ciel nocturne, visible à des kilomètres. Ça va amener les flics. 10 mails depuis le siège du conducteur. « Bien, » répondit Warren. « Laisse-les trouver Rolando. Laisse-le commencer à parler. » Son téléphone vibra. Numéro inconnu. « McGraw !» Espèce de fils de pute. La voix de Pablo Canon était rauque de fureur. « Tu penses pouvoir t'en prendre à mon organisation ? À ma famille, je vais éviscérer tous ceux que tu aimes. Tu as déjà essayé ? Tu as échoué ? Maintenant, c'est ton tour. J'ai environ 50 hommes, des armes. Tu n'es qu'un bidasse. Je suis un bidasse avec un peloton. Toute ton opération cartographiée et rien à perdre. » Warren interrompit. « Ton neveu a poignardé ma fille. Ton frère vient d'avouer tout. Et tu es assis dans ce complexe, pensant que des murs te protégeront. » Il marqua une pause. « Ils ne le feront pas. Je te tuerai moi-même. Essaye. Je serai là demain soir. Amène tout ce que tu as. Voyons si le muscle du cartel bat l'entraînement des Marines. » Warren raccrocha. Perry le fixa. « Viens-tu d'annoncer que nous attaquons un complexe fortifié ? » « Ouais. »« C'est insensé ? » ?»« Ouais. » Ross rit depuis la banquette arrière. « Quand est la dernière fois que nous avons fait quelque chose de sensé ? » « Bon point, » admet Perry. Warren fixa l'entrepôt en feu dans le rétroviseur. « Demain, on finit ça, d'une façon ou d'une autre. » Chapitre 7, siège. Dimanche matin. Warren reçut un appel du colonel Marshall. J'entends des rapports d'explosion, d'engagement armé et d'un exécuteur de cartel avouant aux agents fédéraux. La voix de Marshall était soigneusement neutre. « Tu ne saurais rien de ça, n'est-ce pas ? Juste en train de gérer des affaires familiales. Mon colonel. » Une pause. Les supérieurs posent des questions. Je leur ai dit que mes Marines étaient en exercice d'entraînement. Mais Warren, quoi que tu fasses, finis-le vite. Je ne peux te couvrir que si longtemps. Compris ? Ça se termine ce soir ? Marshall soupira. Bonne chance ? Marine. Warren rassembla son équipe pour le briefing final. Mel avait extrait des images satellites du complexe de Pablo, superposé des flux de sécurité. Marqué les points faibles. 8 gardes. Dit Mel, pointant l'écran. Plus Pablo et 5 membres de la famille à l'intérieur de la maison principale. Ils ont des armes automatiques, des gilets pare-balles et un terrain élevé. Et les chiens ? Demanda Gary. 3 bergers allemands. Entraînés pour tuer ? Warren étudia le complexe. Une attaque frontale était un suicide. Mais il n'avait pas besoin de passer par l'avant. Ici, dit-il, tapant une section de mur près d'un conduit d'évacuation, les caméras ont un angle mort. Nous passons en dessous, remontons à l'intérieur du périmètre. Ensuite quoi ? Demanda Perry.
Ensuite, nous les faisons regretter d'avoir jamais entendu le nom McGraw. Ils bougèrent au coucher du soleil, utilisant la lumière déclinante pour couverture. Warren, Perry, Gary et Ross rampèrent à travers le système d'évacuation, émergeant derrière le bâtiment du garage. Mel resta dehors avec soutien, sniper et communication. Patrouille de garde passant votre position dans 30 secondes. La voix de Mel crépita dans les oreillettes. Warren leva le poing. Ils se figèrent. 2 gardes passèrent. Inconscience. Quand ils furent partis, Warren mena son équipe à la maison principale. À travers les fenêtres, ils pouvaient voir Pablo faire les 100 pas, criant dans un téléphone « Warren Signal ». Perry se déplaça pour couper l'électricité. Gary se positionna à la porte arrière. Ross couvrit leur route de sortie. « Sur mon signal », murmura Warren. « 3, 2, et... » Les lumières s'éteignirent. Le complexe explosa en chaos. Les gardes crièrent. Des lampes torches coupèrent l'obscurité. Et quelque part, des chiens aboyèrent. Warren franchit la porte arrière pendant que Gary lançait des grenades fumigènes. Ils se déplacèrent à travers la maison comme des fantômes vengeurs. Le premier garde qu'ils rencontrèrent tomba du fusil supprimé de Perry. Le second essaya de se battre et gagna un couteau de Gary. Pablo Cannon était dans son bureau, entouré de 3 gardes avec des AK-47. « Venez !» hurla-t-il. « Je vous tuerai tous !» Warren enfonça la porte. Des tirs éclatèrent. Il plongea à gauche. Perry alla à droite. Ross posa un feu de suppression depuis le couloir. Dans les flashs stroboscopiques des museaux, Warren vit un garde tomber, puis un autre. Le troisième tourna son arme vers Warren. Trop lent. Le fusil de Warren aboya une fois. Le garde tomba. Pablo se tenait seul, adossé à son bureau, tendant la main vers un pistolet. Warren le fit sauter de sa main. « Ne fais pas ça !» Pablo hurla. « S'il te plaît, j'ai de l'argent. Tout ce que tu veux. Je veux que tu comprennes quelque chose, » dit Warren. Avançant, tu as construit un empire sur la peur, sur blesser des gens plus faibles que toi. Ton neveu a appris ça de toi. Il pensait pouvoir blesser ma fille et se cacher derrière ton pouvoir. Je ne savais pas, je jure, je ne savais pas ce que Julio... Tu savais ? Warren attrapa Pablo à la gorge, le plaqua contre le mur. Tu savais ? Et tu l'as protégé. La famille d'abord ? Hein ? Eh bien, ma famille d'abord aussi. S'il te plaît, où est Julio ? Les yeux de Pablo étaient fous. Ma maison, Enville, il se cache là. Il m'a donné les clés. Warren le relâcha, le laissa tomber, haletant. Perry, sécurise ce salaud. Ross, Gary, finissez de balayer le complexe. Et toi ? Demanda Perry. Je vais finir ça ? Julio Frédéric était dans la maison de Pablo à San Diego, ivre et paranoïaque. Quand Warren enfonça la porte, il se précipita vers une arme, mais Warren fut plus rapide, toujours plus rapide. Il désarma Julio avec une efficacité brutale venue de 16 ans de combat au corps à corps. « Non !» hurla Julio. « Tu ne peux pas faire ça ? Je suis connecté. Je vais... » Warren le frappa. « Fort !» La tête de Julio recula en arrière, du sang giclant de sa bouche. « Tu as poignardé ma fille 17 fois ?» dit Warren calmement. « Tu as ri de ça ? Tu l'as appelée inutile ? J'étais en colère. Elle m'a manqué de respect. » Warren le frappa encore, et encore, chaque coup mesuré, contrôlé, conçu pour blesser mais pas tuer. Pas encore. Emma a 12 ans, elle aime la médecine vétérinaire et Taylor Swift. Elle est courageuse et gentille. Warren souleva Julio par sa chemise, et tu as essayé de la détruire, parce que tu es un lâche qui blesse des enfants pour se sentir puissant. Je suis désolé, Julio sanglota. Je suis désolé. Ok, j'avouerai. Je ferai n'importe quoi. Trop tard pour les aveux. Warren traîna Julio jusqu'à la voiture, le conduisit à un endroit isolé dans le désert du comté Est. Son équipe le rejoignit là. Ils avaient sécurisé Pablo et l'avaient livré aux agents fédéraux avec les preuves de Mel. « Et maintenant ?» demanda Perry. Regardant Julio, Warren sortit son couteau. Maintenant, il comprend les conséquences. Ce qui se passa dans ce désert, Warren n'en discuterait jamais pleinement. Mais quand ils revinrent à la civilisation des heures plus tard, Julio Frédéric était en garde à vue fédérale, avouant tout. Le tabassage que Warren lui avait infligé avait brisé quelque chose de fondamental en lui. Pas juste des os, mais l'arrogance qui l'avait rendu intouchable. Pablo Cannon, Rolando Hardin et 17 autres membres du cartel furent arrêtés. La DEA plaça le plus gros coup de filet de l'histoire de San Diego. Et Julio, il plaida coupable pour tentative de meurtre, agression, maltraitance d'enfants et 17 autres chefs d'accusation. Le juge le condamna à 45 ans, sans libération conditionnelle. Chapitre 8. Conséquences. 3 semaines plus tard,
Warren s'assit dans un tribunal de famille, avec Emma à ses côtés. Marion s'assit de l'autre côté de l'allée, paraissant hantée. Les révélations sur Julio l'avaient détruite. Non seulement légalement, mais émotionnellement, elle avait été si aveugle, si désespérée pour de la stabilité après le divorce, qu'elle avait manqué les abus de sa fille. La juge Betty Hughes examina les preuves. « Monsieur McGraw, votre pétition d'urgence pour la garde complète est accordée. Madame Vaughn, vous aurez des droits de visite supervisés en attendant la complétion de la thérapie familiale. » Marion sanglota. Warren ne ressentit aucune satisfaction, seulement de l'épuisement. Dehors du tribunal, Emma le serra dans ses bras. « Je peux vraiment vivre avec toi ? » ?»« Ouais, ma petite fille, pour toujours. » Elle se recula, le regarda sérieusement. « Ce que tu as fait, était-ce légal ?» Warren s'agenouilla à son niveau. Une partie, la plupart ne l'étaient pas. Mais parfois la loi ne peut pas protéger les gens assez vite. Parfois tu dois les protéger toi-même. Vas-tu avoir des ennuis ? Je ne sais pas. Peut-être. Il sourit. Mais tu es en sécurité, c'est tout ce qui compte. Emma le serra à nouveau plus fort. Merci, papa. Le colonel Marshall appela Warren dans son bureau le lendemain, ferma la porte. Warren le fit, se tenant au garde-à-vous. Les procureurs fédéraux veulent vous parler du démantèlement de canons Ardins. Le visage de Marshall était indéchiffrable. Ils ont des questions sur comment vous avez obtenu les preuves, sur où vous étiez pendant certains incidents. L'estomac de Warren se serra. Oui, mon colonel. Je leur ai dit que vous étiez en congé d'urgence, gérant des affaires familiales, que toute preuve que vous avez recueillie était coïncidente, que vous avez coopéré pleinement avec les autorités. Marshall se pencha en avant. Mais Warren, entre vous et moi, ce que vous avez fait était imprudent, illégal et aurait pu finir catastrophiquement. Je sais, mon colonel, c'était aussi, Marshall marqua une pause, nécessaire. Cette petite fille est en vie grâce à vous. Et 18 membres du cartel sont en garde à vue fédérale parce que vous avez eu les couilles de faire ce que la loi ne pouvait pas. Warren ne dit rien, les procureurs ne sont pas contents. Mais ils ne peuvent pas vous poursuivre sans exposer à quel point leur propre enquête était bâclée. Vous les avez forcés à agir. Marshall se leva, tendit sa main. Donc voici ce qui va se passer. Vous allez prendre 1 mois de congé. Quand vous revenez, nous n'en parlons plus jamais. Compris ? Oui, mon colonel. Warren serra sa main. Et mon colonel, merci. Remercie ta fille. C'est elle qui a rendu ça important. L'expression de Marshall s'adoucit. Maintenant sors d'ici. Tu as une gamine à élever ? Emma emménagea dans l'appartement de Warren sur la base. Ce n'était pas grand-chose. 2 chambres. Mobilier basique. Mais c'était sûr, cette première nuit, Warren fit des spaghettis pendant qu'Emma déballait ses livres. « Pouvons-nous avoir un chien ?» demanda-t-elle. « Peut-être. Quand nous aurons une maison hors base, puis-je rejoindre l'équipe de foot à la nouvelle école ?»« Absolument. » Emma marqua une pause, puis demanda calmement. « Julio a-t-il souffert ?» Warren se tourna du poil. « Pourquoi ? Parce que je veux savoir qu'il a eu peur. Comme il m'a fait peur. » Warren s'approcha, s'assit à côté d'elle. « Il a souffert. Il souffrira chaque jour pour le reste de sa vie en prison. Est-ce assez ?» Emma y réfléchit. « Ouais. C'est assez. » Ils dînèrent ensemble, parlant de choses normales, école, livres, plans de week-end. Lentement, Warren observa les épaules de sa fille se détendre, observa la peur quitter ses yeux. Plus tard, après qu'Emma fut endormie, Warren s'assit sur son balcon, buvant du café, fixant les étoiles. Son téléphone vibra. « Perry !»« Hé !» Juste pour vérifier comment tu vas. « Je vais bien. Emma va bien. Nous avons fait la bonne chose. » « Hein ?» Warren considéra la question. Ils avaient enfreint des lois, commis de la violence, opéré en dehors de toutes les règles d'engagement, mais Emma était en sécurité. Le cartel était brisé, la justice, à sa manière brutale, avait été servie. « Ouais, » dit-il enfin. « Nous avons fait la bonne chose. Bien, parce que je le referai. Moi aussi. » Ils raccrochèrent. Warren regarda la porte de la chambre d'Emma, à la veilleuse brillant en dessous. Il avait passé 16 ans en tant que marine, apprenant à être une arme. Mais ce soir, il n'était qu'un père protégeant son enfant. Et ça, réalisa-t-il, était la mission la plus importante qu'il ait jamais accomplie. Chapitre 9. Nouveau commencement. 6 mois plus tard, Warren se tenait au match de foot d'Emma, l'encourageant alors qu'elle marquait un but. Elle avait grandi, plus forte, son sourire plus fréquent. La thérapie aidait, ainsi que la distance de tout ce qui s'était passé. Marion s'assit 2 rangs derrière, venant toujours au match,
Même si sa relation avec Emma était tendue, elle s'était divorcée du monde de Giulio, avait déménagé dans un appartement plus petit, avait commencé à reconstruire. Ça prendrait des années, mais peut-être qu'un jour Emma lui pardonnerait. Après le match, Emma courut vers Warren, en sueur et souriante. « As-tu vu ? As-tu vu ?» Et j'ai vu « Championne. Tu étais incroyable !» Ils marchèrent jusqu'au parking, Emma babillant sur son équipe, sur l'école, sur le chiot que Warren avait enfin accepté d'adopter. « Papa, dit-elle alors qu'ils atteignaient la voiture. « Ouais. Je suis heureuse. » 3 mots simples, mais ils signifiaient tout. Warren la serra dans ses bras. « Moi aussi, ma petite fille. Moi aussi !» Ce soir-là, le téléphone de Warren sonna, numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le fit. « McGraw, sergent artilleur. » Une voix de femme officielle. « Ici l'agent Dana Baker, FBI. J'appelle au sujet de votre témoignage concernant l'affaire Canon Hardin. » Le sang de Warren se glaça. « À propos de quoi ? Le procès est dans 2 semaines. Les avocats de Giulio Frédéric essaient de faire rejeter les preuves, affirmant que vous les avez obtenues illégalement, et les procureurs veulent que vous témoigniez sur comment vous êtes entré en possession du journal et des relevés financiers. » Une pause. « Monsieur McGraw, j'ai lu votre dossier. Je sais ce que vous avez fait, hors enregistrement. Vous avez sauvé des vies, mais en enregistrement, j'ai besoin que vous soyez très prudent sur comment vous répondez aux questions. Je comprends ? Vraiment, parce que si vous dérapez, si vous admettez quoi que ce soit d'illégal, Giulio pourrait s'en sortir. Et tout ça, tout ce que vous avez fait, serait pour rien. » Warren observa Emma à travers la fenêtre, jouant avec leur nouveau chiot. « Je serai prudent, bien ?» L'agent Baker raccrocha, mais Warren resta là, téléphone en main, pensant. Le procès, il devrait faire face à Giulio à nouveau. Comment témoigner ? Comment marcher sur le fil du couteau entre vérité et tactique ? Mais il avait survécu à pire. 2 semaines plus tard, Warren s'assit sur le banc des témoins, costume inconfortable. Giulio le fixant depuis la table de la défense. Le tribunal était bondé, pressé, victimes, famille, agents fédéraux. L'avocat de Giulio, un homme slick nommé Willard Minor, s'approcha. « Monsieur McGraw, vous prétendez avoir trouvé le journal de mon client ? Où exactement l'avez-vous trouvé ? Dans sa maison ? Et comment avez-vous gagné l'entrée de sa maison ?» Warren rencontra les yeux de Giulio. La porte était ouverte. Ouverte. « Où l'avez-vous forcé ? Objection. » Le procureur se leva. « Pertinence. Votre honneur. La défense soutient que cette preuve a été obtenue illégalement. Rejetée. Répondez à la question. Monsieur McGraw ?» Warren parla clairement. « Je suis entré dans la maison pour vérifier les affaires de ma fille. La porte était déverrouillée. J'ai trouvé le journal en vue dans le bureau. Je l'ai photographié et ai tout remis aux autorités. C'était un mensonge prudent, calculé, mais c'était le mensonge qui mettrait Giulio à l'ombre. » L'avocat de Giulio pressa, essayant de trouver des failles. Mais Warren avait passé 16 ans à mentir à des combattants ennemis, maintenant des histoires de couverture en territoire hostile. Ça, c'était facile. Quand ils le congédièrent enfin, Warren passa devant Giulio. Leurs yeux se rencontrèrent. Giulio articula 2 mots. « Tu as gagné. » Warren sourit. « Ouais, je l'ai fait. » Le jury délibéra pendant 3 heures. Coupable sur tous les chefs, Giulio Frédéric fut condamné à 45 ans en prison fédérale. Pablo Canon prit perpétuité, sans libération conditionnelle. Rolando Hardin prit 30 ans. Warren se tenait sur les marches du tribunal, Emma à ses côtés, et sentit quelque chose se relâcher dans sa poitrine. C'était fini ? Vraiment fini. Papa, Emma serra sa main. Est-ce fini ? C'est fini. Bébé, bien. Elle sourit. Pouvons-nous avoir de la glace ? Warren rit. Le premier rire sincère en moi. Ouais. Nous pouvons avoir de la glace. Cette nuit-là, l'équipe de Warren vint dîner. Perry, Ross, Gary et Mel. Ils grillèrent des steaks, burent de la bière et racontèrent des histoires de guerre pendant qu'Emma jouait avec le chiot. À la famille. Leva Perry sa bouteille. À la famille. Firent-ils écho. Warren regarda autour ces hommes qui avaient risqué tout pour lui et sa fille. Ils n'étaient pas juste des frères d'armes. Ils étaient des frères dans tous les sens qui comptaient. Plus tard, après que tout le monde fut parti, Emma vint dans la chambre de Warren. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. « Je voulais juste dire… » Elle marqua une pause. « Tu es un bon papa, le meilleur papa, même quand les choses étaient effrayantes, même quand j'étais blessé, je savais que tu viendrais pour moi. » Warren sentit des larmes piquer ses yeux. « Toujours Emma ? Toujours. Je sais… » Elle le serra.
Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma petite fille. Emma retourna au lit, et Warren s'assit seul, pensant au chemin qui les avait amenés ici, la violence, les choix, les lignes qu'il avait franchies. Il avait fait des choses qui le hantraient, blessé des gens, enfreint des lois, opéré en dehors de toutes les frontières morales, mais sa fille était en sécurité, heureuse, en guérison, et à la fin, c'était tout ce qui comptait. Un an plus tard, Warren se tenait dans sa nouvelle maison, une 3 chambres à Escondido. Près de l'école d'Emma, elle avait peint sa chambre en violet, accroché des posters de ses groupes préférés, rempli des étagères de livres. Il avait été promu maître-sergent, avait pris un poste d'entraînement de nouvelles recrues. Au lieu de déployer, Emma avait besoin de stabilité, et Warren en avait fini avec la guerre. Eh bien, la guerre officielle de toute façon. Il gardait encore le dossier du colonel Marshall, maintenait le contact avec son équipe, parce que le monde était plein de prédateurs, et parfois les bons hommes devaient être des monstres pour protéger les innocents. Mais pour l'instant, il n'était qu'un papa. Emma appela depuis la cuisine. « Papa, la pizza est là, j'arrive. » Warren verrouilla son bureau, où il gardait les preuves, les plans, les rappels de ce dont il était capable, et marcha vers la voix de sa fille. « Certaines batailles, on les gagne avec des armes. Certaines, on les gagne avec l'amour, et certaines, comme celle-ci, nécessitent un les deux. » Warren McGraw avait donné les deux à sa fille, et ça le rendait pas juste un mari nain. Pas juste un père, mais quelque chose de plus. Un protecteur qui brûlerait le monde pour garder son enfant en sécurité, et quiconque l'oubliait le faisait à ses propres risques. Épilogue. 5 ans plus tard, Emma McGraw, âgée de 17 ans, se tenait à sa remise de diplôme du lycée, major de promotion. Bourse complète pour le programme vétérinaire de Lucy Davis. Heureuse, en bonne santé, entière. Warren s'assit dans l'audience, portant ses bleus de cérémonie, regardant sa fille accepter son diplôme. À côté de lui, Marion tamponna ses yeux. Elles avaient reconstruit leur relation lentement, soigneusement, reconnaissant toutes deux leurs échecs et travaillant à être meilleures. Le discours d'Emma portait sur la résilience, sur surmonter l'obscurité, sur les gens qui se battent pour toi quand tu ne peux pas te battre toi-même. Elle ne mentionna pas Julio par son nom, n'en avait pas besoin. Tous ceux qui comptaient connaissaient l'histoire. Quand Emma finit, l'auditorium explosa en applaudissements. Elle trouva Warren dans la foule, sourit et articula 3 mots. « Merci, papa. » Warren sourit en retour, le cœur plein. Sa fille allait s'en sortir. Ils le feraient tous les deux. Et ça, après tout, était une victoire suffisante. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai là-bas. One of our bunch, wings with your hands. I hate that this shirt doesn't have sleeves. It barely does, honestly. Our Wings Club, wings, the magical wings. How do you curl these? Wait, I got it. Hello! Oh, there we go. Better. Hi, everybody. Everybody. I don't know what I'm doing. Hi, everyone. Hello. Hi. Hello. How was my day? It was okay. Hello, everybody. Don't mind. Okay. If my voice cracks, please don't make fun of me. I can't help it right now, you guys. I'm in the process of regaining my voice back. It's coming. It's coming. If you were here last time, you know. It's gotten better. It has. I swear on my butt. Okay? Anywho, we can talk for a while, but I found something very exciting that I want to show you guys. So I shall soon. You're doing an IQ test. Let me know what you get. What? Baby Justin Bieber? Hell no. And I was like, baby, oh. Wait, what else does he sing? I remember I sang one recently, but I don't remember what it is now. Thank you for the sub, Lacey.
It does sound better, I'm telling you. I'm telling you. It's coming back. I can talk now. I used to not even be able to talk in the morning. No, what are his other songs? Oh, now I don't even remember. It's okay. You got cheated on? I'm sorry. I hope you left them and they... I don't know. Got sad. I don't know. I hate cheaters. Have you had any update from the throne? I don't know. I will look in a moment. You did? Okay, well good. Leave shitty people. Don't date shitty people. Whoa. Crazy advice, I know. I'm a little crazy like that, you guys. Giving you coveted advice. It's 3 a.m. Well, good morning. I am still recovering, oh my god. What are his other songs? Why can't I... Hi, Gray! Guys, everyone say happy birthday, Gray. Crickets cause in the chat. It's Gray's birthday today. And I love Gray. We all love Gray. Aw, shucks. Exactly. Hi, everybody. Beauty and a Beat is a Justin song, I'm sure. What? I don't know. I don't know if I remember that one. I'm trying to remember other ones. What are the early Justin Bieber songs? One Less Lonely Girl. One Time. We can't listen to much of this, you guys. I'll get copyrighted. Oh my god, he's so small. He's so little. Wait, what is... Love Me? Your world is my world and your fight is my fight. Wait, which one is that? What do you mean? He's not little here anymore, though. Is it too late now to say sorry? The one I was just playing? Oh! Oopsie. I don't know. Guys, if you're ever bored, look up the music videos of, like, old gotcha songs.